Bienvenue à Mediapart Live, si vous arrivez maintenant. Ce grand débat, le dernier, avant de nous retrouver en septembre prochain, ce dernier Mediapart Live est un grand débat sur une question décisive qui nous occupe beaucoup, qui est la question de la liberté de la presse, des attaques contre cette liberté fondamentale. Comme nous aimons dire à Mediapart, la liberté de la presse n'est pas un privilège des journalistes, mais un droit des citoyens. Ce n'est pas une invention de Mediapart. Écoutez, le principe de la liberté de la presse n'est pas moins essentiel, n'est pas moins sacré que le principe du suffrage universel. Ce sont les deux côtés du même fait. Ces deux principes s'appellent et se complètent réciproquement. La liberté de la presse, à côté du suffrage universel, c'est la pensée de tous, éclairant le gouvernement de tous. Attenter à l'une, c'est attenter à l'autre. La souveraineté du peuple, c'est la nation à l'état abstrait, c'est l'âme du pays. Elle se manifeste sous deux formes. D'une main, elle écrit, c'est la liberté de la presse. De l'autre, elle vote, c'est le suffrage universel. C'est de Victor Hugo en 1848 et en 1850, lors des combats fondateurs face à des républicains conservateurs, comme il y a aujourd'hui des démocrates illibéraux. Il défendait cette idée que ce droit d'être informé, ce droit de savoir, cette liberté de dire, est presque plus importante que le droit de vote. Nous vivons des temps de démocratie illibérale, comme le dit M. Poutine, qui le revendique. Le dernier G20 a montré le visage grimaçant de ce monde-là. Il a réhabilité un tueur de journalistes, et évidemment criminel à l'égard de son peuple, Mohamed Ben Salman. Il fait du bon boulot, a dit M. Trump. L'homme qu'un rapport des Nations Unies venait de montrer qu'il est l'auteur premier, l'homme sur lequel il faut enquêter du fait d'avoir découpé en morceaux ce journaliste indépendant qui voulait une démocratie, Jamal Khashoggi. Je dis ça avec un peu de gravité car ce sont des symboles. Aucune protestation, ni de l'Union européenne, ni de nos gouvernants de cette mise en scène où on piétine un droit fondamental. Comment s'opposer à des régimes autoritaires si on piétine ce droit fondamental ? Et ces régimes qui acceptent ça sont des démocraties. M. Trump est élu, M. Bolsonaro est élu, M. Poutine est élu, M. Erdogan est élu, M. Macron est élu. Et l'élection, s'il n'y a pas le droit de savoir, s'il n'y a pas la liberté de dire, c'est voter à l'aveugle. Et c'est donc voter potentiellement pour son pire ennemi, pour son pire malheur. C'est de cela dont on va discuter ce soir en évoquant tous les signaux alarmants de ces 2 dernières années, depuis l'élection de 2017. 2 lois ont été votées qui contournent la loi dont nous allons parler sur la liberté de la presse, la loi sur le secret des affaires, la loi sur les fausses nouvelles en période électorale. Une perquisition a été tentée contre un journal indépendant parce qu'il dérangeait, Mediapart. Des convocations ont été faites auprès d'un service de police, de sécurité, de renseignement, la DGSI, à cause de révélations légitimes sur les ventes d'armes au Yémen face à un mensonge d'État. Des violences ont été commises dans des manifestations, non seulement contre des manifestants, mais aussi contre les journalistes qui sont là pour les couvrir, pour montrer ce qui se passe. Et puis, 2 cerises sur le gâteau qui nous alarment, car il y a un agenda. Tout ça ne tombe pas d'en haut, ce ne sont pas des bavures. Tout d'un coup, on voit le secrétaire d'État au numérique dire qu'il faudrait un ordre des journalistes. Et puis on voit la garde des Sceaux, ministre de la Justice, ancien membre du Conseil constitutionnel, dire qu'il faudrait sortir l'injure et la diffamation de la loi de 1881. Voilà ce paysage dont nous allons parler d'abord en 4 temps, mais d'abord avec vous. Vous êtes tous les 2 avocats, vous êtes des défenseurs de la liberté de la presse. Christophe Bigot, défenseur de beaucoup d'autres médias, aux côtés d'un autre défenseur de la liberté de la presse que nous connaissons bien à Mediapart, puisque c'est notre avocat depuis le début, Emmanuel Torgman. Christophe Bigot, je commence par vous. À l'Express, qui vous a interrogé là-dessus, vous avez déclaré ceci.
Il y a une volonté depuis quelques mois de casser les fondamentaux du droit de la presse et c'est extrêmement grave. Il y a une volonté répressive manifeste, une volonté de contrôle de l'expression publique. C'est une vraie question démocratique. Expliquez pourquoi vous dites c'est cette alarme grave. Alors, je crois que à toutes les époques, il y a eu des tentations. Mais il y avait une situation politique qui faisait que finalement, il y avait suffisamment de contre-pouvoirs pour que ces tentations n'aboutissent pas. Et j'ai le sentiment, je ne suis pas analyste politique, mais j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, ces contre-pouvoirs n'existent pas vraiment. Et donc, c'est le premier sujet d'inquiétude. Et comme il est couplé avec toute une série d'initiatives qui visent à remettre en cause vraiment des textes qui sont... La loi de 1881, c'est vraiment un fondement de la démocratie. Ça prend racine dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789, article 11 de la Déclaration des droits de l'homme. La liberté d'expression est le bien le plus précieux de l'homme. Et puis, c'est mis en musique à peu près 100 ans plus tard par la loi de 1881, une des très grandes lois de la République. Et ensuite, cette loi, bon, bien sûr, elle a évolué, mais les principes mêmes de cette loi, ils ont toujours été intangibles. Personne n'a voulu les toucher. Ou en tout cas, c'était vraiment lettre morte. Or là, on a toute une série d'initiatives qui se succèdent. Donc il y a vraiment cet agenda dont vous parliez. Et qui, pour dire au gouvernement « stop », j'ai l'impression que dans les institutions elles-mêmes, il n'y a personne. Donc il y a nous, bien sûr, mais j'ai peur que ça ne suffise pas. Et c'est pour ça que je suis particulièrement inquiet aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il y a une sorte d'alignement des planètes qui ferait que, pour la première fois depuis des décennies, il est possible qu'on remette fondamentalement en cause le droit à la liberté d'expression en France. Alors, justement, on va essayer d'expliquer, c'est Manuel Torgeman, cette loi de 1880. Il y a eu un texte collectif, une réforme de la loi de 1880, une nouvelle atteinte à la liberté de la presse que Mediapart a signée, qui donc réagit à ces déclarations de la garde des Sceaux et qui rappelle qu'en matière d'expression, la liberté est le principe et le traitement pénal son exception. Que faire basculer les délits de presse dans le droit pénal commun redeviendrait à contrecarrer les acquis de la jurisprudence en matière du droit de la presse. Il faut expliquer ça à ceux qui ne connaissent pas. Nous, on est familiers d'aller défendre à Mediapart, expliquer ce qu'est la bonne foi, l'offre de preuves, la vérité des faits. Il faut expliquer pourquoi ce n'est pas un privilège. Pourquoi cette loi, après un siècle pratiquement de bataille depuis la Révolution française, loi républicaine, en même temps que les grandes lois scolaires, lire, écrire, compter, être alphabétisé, et de l'autre côté, avoir le droit à cette éducation permanente, qu'est l'accès à l'information. C'est le sens, les lois sont en même temps. Et donc cette loi de 1880, il faut expliquer son mécanisme de protection. Pourquoi, en effet, j'écris quelque chose, ou je dis quelque chose, à la télévision, à la radio, j'écris dans un journal, dans un site internet, et pourquoi ce n'est pas un délit de droit commun. Qu'est-ce que ça veut dire, Emmanuel Torgeman ? En réalité, c'est que le législateur a fait le choix d'en faire une loi spéciale, en rappelant le grand principe, c'est la liberté d'expression. C'est-à-dire que l'expression, elle est libre, et la loi est venue délimiter certaines situations dans lesquelles on peut estimer qu'effectivement, on peut sanctionner l'expression d'une personne. Mais pour ça, c'est vrai que, et c'est une loi qui est très ancienne, 1881, vous rendez-vous compte, on a maintenant changé de tellement de supports, maintenant il y a la radio, la télé, Internet, et c'est pourtant une loi qui finalement, dans ses principes fondamentaux, n'a pas vraiment évolué. C'est le juge qui l'a finalement fait évoluer en affirmant des principes. Et en réalité, il y a finalement deux catégories, que sont la diffamation et l'injure, qui sont les deux catégories qui permettent au juge, parce que bien évidemment, il n'y a qu'un tribunal indépendant et impartial qui peut estimer si effectivement l'expression libre d'une personne peut être restreinte, sous certaines conditions énumérées par la loi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un corpus juridique qui la protège et qui la met, qui finalement, par ce régime juridique et par la procédure qu'elle institue, avec un formalisme très différent des procédures classiques, où le juge, normalement, peut requalifier, il a finalement un pouvoir de requalification des faits, de se substituer aux parties, alors que là, c'est effectivement le juge, il est lié parce que c'est une affaire entre parties. C'est-à-dire qu'on vient défendre son honneur ou sa considération et on demande au juge précisément de dire si effectivement, dans cette expression particulière, un auteur, un journaliste, un citoyen,
Parce que vous expliquez tout à l'heure le droit de savoir, mais c'est que maintenant, avec les blogs, finalement, tout le monde s'exprime. L'expression, elle n'est plus réservée qu'aux journalistes. Elle est le fruit de tout le monde. Il y a le droit des citoyens. Évidemment, l'expression, et on a maintenant des moyens qui nous permettent une expression libre. Et c'est là où le juge judiciaire, gardien des libertés de par la Constitution, a une mission qui est de définir si oui ou non l'expression rentre dans les critères qui sont énumérés et définis par la loi. Et c'est là où on voit une spécificité par rapport au droit commun, finalement. Oui, Christophe Bigot, ça veut dire que sortir du droit commun, ça veut dire que je peux, par des révélations potentiellement diffamées, dire monsieur un tel est accusé de corruption, ou par un éditorial un peu virulent, avoir une expression virulente. Et cette loi protège le fait que la nouvelle qui dérange puisse sortir et que la polémique qui dérange puisse s'exprimer. Exactement. C'est-à-dire que, c'est ce que disait Emmanuel Torchmann, il y a un principe résiduel de liberté et ensuite des infractions qui sont définies très précisément. Et dès l'instant que vous ne rentrez pas exactement dans les clous d'une infraction, c'est la liberté qui s'applique. Donc par exemple, un jugement de valeur, une opinion, ça va être une liberté qui sera absolue, quasiment, sauf racisme ou des choses comme ça, mais ce sera quasiment absolu. Et en revanche, si ça relève de la loi, alors à ce moment-là, c'est bien normal que vous ayez des responsabilités, que vous soyez devant un tribunal. Mais ce qui est important de voir, c'est que par rapport au droit commun, c'est que quand vous faites un excès de vitesse, vous ne pouvez pas venir devant un juge en disant c'est ma liberté d'aller et venir et c'est une liberté fondamentale. Alors que quand vous êtes journaliste, vous arrivez devant un juge en disant oui, c'est ma liberté fondamentale et le juge en tient compte. Donc il fait ce qu'on appelle une balance des intérêts. Il arbitre entre des intérêts en présence. L'intérêt d'une personne, mais aussi le droit de savoir du citoyen. Et c'est pour ça que le juge a véritablement une mission qui est très spécifique dans notre domaine. Voilà. Et pourquoi on est attaché à la loi de 1881 ? C'est pas parce que c'est une vache sacrée, c'est un totem, etc. C'est parce qu'il y a une logique qui est très importante, qui est une logique de précision. On peut avoir un autre modèle. Un autre modèle, ce serait par exemple le modèle de la responsabilité civile. Dès l'instant qu'on cause un préjudice à quelqu'un, on doit réparation. Alors à ce moment-là, toute parole préjudiciable est susceptible de vous mener devant un juge. Et ça, c'est un modèle de régulation de la liberté contre lequel on se bat comme des beaux diables, nous les avocats de médias, parce qu'il est une vraie régression de la liberté d'expression. Un autre modèle est une régression, c'est le droit des données personnelles, par exemple. Il ne faut pas se leurrer, le droit des données personnelles vient croquer un petit peu le droit de la presse et a une sorte d'hégémonie sur le net. Bon, tous ces modèles sont des modèles complètement différents de ceux de la loi sur la presse. Et la loi sur la presse, elle respecte un principe qui est le principe de proportionnalité. Voilà pourquoi on y est très attaché. Ce qu'il faut expliquer, par exemple, c'est que Emmanuel Torchmann, vous savez, puisque vous nous défendez dans tous les procès qu'a Mediapart, près de 200 procédures, cette histoire, par exemple, de la bonne foi. C'est-à-dire l'idée que cette loi de 1880, ce n'est pas un monument sacré figé, c'est qu'il y a eu une longue jurisprudence jusqu'à aujourd'hui qui a conforté, et on l'enseigne tous, nous, dans notre métier, qui a mis, au fond, dans sa façon de juger, des liens avec une pratique professionnelle loyale, honnête, rigoureuse, sérieuse. C'est-à-dire, je publie quelque chose qui dérange, qui fait de la peine, qui attaque, j'en réponds par la bonne foi, et la bonne foi renvoie à une pratique professionnelle expliquée. Tout à fait. Et en fait, c'est pour ça que quand j'entendais rappeler l'initiative lancée par le ministre d'un ordre des journalistes, c'est à mon avis quelqu'un qui n'a pas jamais été voir une audience à la 17e, à la Chambre spécialisée de la presse à Paris. Pourquoi ? Parce que traditionnellement, il y a un premier moyen qui est prévu par la loi pour se défendre, c'est la vérité du fait diffamatoire. Et je crois qu'on en est peut-être à une dizaine de reconnaissances depuis la loi de 1880. Et donc le deuxième moyen de défense, c'est la bonne foi. Mais ce n'est pas la bonne foi classique pour dire « j'ai été de bonne foi ». C'est-à-dire que le juge vérifie, premièrement, qu'il y avait un but légitime à la publication de l'information. Et vous voyez là donc l'intérêt légitime pour le public d'avoir cette révélation. L'intérêt public du citoyen à ce qu'on révèle l'information, c'est le premier critère. Le second qu'on enseigne dans toutes les écoles de journalisme, c'est il faut une enquête sérieuse et contradictoire. Ça veut dire qu'on n'a
préalablement à la publication, fait son travail d'enquête, on a été récupérer des informations, on les a vérifiées, confrontées. Vous voyez, et finalement, c'est exactement ce qu'on enseigne dans les écoles de presse, c'est-à-dire que c'est une enquête sérieuse et contradictoire. Troisièmement, la prudence et la modération dans les propos. Et là, vous voyez, la particularité, c'est que le droit de la presse, c'est un droit de l'écrit. Quand, pour un média, après pour une radio ou la télé, c'est un peu pareil, mais c'est un droit du langage, c'est l'expression. Et ça veut dire que le juge va s'attacher à regarder si les mots ont vraiment un sens. Et là, ils ont un sens encore plus important. Et c'est pour ça que quand on veut sortir finalement le droit de la presse de ce régime un peu particulier, il faudra des magistrats qui aient l'habitude des écrits. C'est-à-dire que dans le droit pénal, on juge des comportements. Là, c'est un écrit. Donc, la prudence et la modération. Et le quatrième critère, c'est l'absence d'animosité personnelle. Parce que, bien sûr, on ne peut pas régler des comptes au travers d'un article. Mais vous voyez que là, finalement, on a déjà toutes les garanties qui permettent précisément à n'importe quelle personne de venir dire le journaliste, tel papier, tel écrit, il est attentatoire à mon honneur, à ma considération. Et le juge va, en prenant tous ces critères, précisément les contrôler, les vérifier et, in fine, éventuellement relaxer. Mais pour revenir sur une chose que vous disiez tout à l'heure qui est intéressante, c'est que on peut très bien avoir un propos, un juge peut très bien dire, et il le dit d'ailleurs fréquemment, tout le temps, les propos sont diffamatoires. Et pour autant, le tribunal pourra dire que, néanmoins, malgré le caractère diffamatoire des propos, le journaliste pouvait les publier. Et donc, il n'y a aucune faute, parce que précisément, pour reprendre ce que disait Christophe Bigot, il y a l'honneur et la considération de la personne qui poursuit, mais il y a un intérêt supérieur à la révélation de l'information. Et c'est là la particularité. Et les gens ont un peu du mal à comprendre parce qu'ils disent « Ah oui, mais finalement, on a gagné ». Non, c'est diffamatoire, mais il y a un intérêt qui est supérieur, c'est celui de la révélation d'une information légitime. C'est d'ailleurs cette balance des intérêts, Christophe Bigot, Emmanuel, qui nous a fait gagner dans beaucoup de procès où certains ont essayé de contourner la loi de 1880. Affaire Bettencourt, vous violez l'intimité de la vie privée, voilà, où vous êtes... voilà, et on dit non, on fait des révélations d'intérêt général et nous avons été relaxés. Oui, tout à fait. Il y a vraiment des principes qui sont des principes transversaux maintenant, alors qui sont issus pas tellement de la loi sur la presse, mais beaucoup de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc ce sont vraiment des concepts, l'intérêt général, le sujet d'intérêt général, la balance des intérêts, la proportionnalité, la base factuelle suffisante. Tout ça, ce sont des concepts qui sont issus de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui est un petit peu le pendant de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et ce qu'il faut savoir, ceux qui nous écoutent le savent peut-être pas, c'est que quand il y a une décision française qui viole la liberté d'expression, le citoyen français a la possibilité de saisir cette cour, qui est à Strasbourg, Cour européenne des droits de l'homme, qui pourra au bout du compte condamner la France. C'est arrivé plusieurs fois. On est plutôt mauvais élèves, d'ailleurs, sur le terrain de la liberté d'expression. Sur les libertés en général actuellement, puisque, y compris sur la question des violences policières, la France est montée du doigt. Pour revenir à votre alarme du début, Christophe Bigot, quand même, vous tous, vous êtes spécialistes, vous voyez cette dégradation qui s'accélère depuis 2 ans, et c'est pas seulement une dégradation, c'est qu'on sent bien qu'il y a un agenda. C'est le président qui demande la loi sur les fausses nouvelles, on va y revenir toute cette soirée, c'est lui qui dit la presse ne cherche plus la vérité, la diabolisation du numérique, la garde des Sceaux qui dit je vais faire cette loi comme si elle-même, elle est normalement juriste, donc elle s'attaque à un droit fondamental, à vraiment une invention juridique française formidable. Vous avez, je suppose, avec d'autres confrères, été aux nouvelles. Essayez de comprendre. Qu'est-ce qui se passe ? Je rappelle que cette garde des Sceaux avait l'image, y compris quand elle était au Conseil constitutionnel, d'une défenseuse des libertés. Elle vient de la gauche, c'est une jospinienne. Elle était proche de Lionel Jospin. Il faut quand même dire que nous avons des drôles d'époque. Et c'est elle qui dit en avant, haro sur la loi de 1880. Mais si vous voulez, j'ai l'impression que tout d'un coup, la colonne vertébrale disparaît. Et je ne m'explique pas ce facteur-là. Mais chaque fois qu'il y a eu, dans les décennies qui viennent de passer, qu'il y a eu des velléités comme ça de remettre en cause la loi sur la presse, que ce soit sous Hollande, que ce soit sous Chirac, il y avait une colonne vertébrale qui faisait qu'à un moment donné, quelqu'un disait stop dans cette colonne. Mais là, j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui dit stop. Alors, pourquoi tout d'un coup, il y a 2 ans, cette colonne disparaît ? Pourquoi la fibre
qui devrait être une fibre républicaine forte, on ne la retrouve pas. Je ne sais pas l'expliquer. En tout cas, je pense que ce n'est pas à nous, juristes, de l'expliquer. Ce serait peut-être aux sociologues. Moi, ce que je ressens, mais c'est vraiment une hypothèse, c'est qu'il y a 5 ans, 10 ans, les politiques avaient besoin des médias. Donc il y avait un rapport de force entre les médias et les politiques qui faisait que toucher au droit de la presse avait des conséquences et un possible retour de bâton. Aujourd'hui, vous avez des politiques qui se piquent de faire des télés, qui se piquent de faire des médias, qui ont des réseaux sociaux et qui décident de parler directement, sans l'entremise des médias. Et du même coup, ce rapport de force qu'il y avait entre le média et les politiques n'existe plus. Donc les barrières disparaissent. Et du coup, on cogne sur la presse. J'ai un peu l'impression que c'est ça le nouveau monde qu'on est en train de nous construire. Tout ce que nous avons vécu, nous, Mediapart, comme campagne, comme virulence dans l'expression des politiques, était l'annonce de ce climat dont on a le précipité avec ce gouvernement aujourd'hui. Ouais. Mais il y a peut-être aussi, toujours dans une réflexion, est-ce qu'il n'y a pas aussi une méfiance à l'égard des juges ? Parce qu'il faut bien comprendre, c'est que les juges qui font du droit de la presse sont, comme les avocats qui l'exercent, des juges spécialisés, qui connaissent les principes de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui connaissent la jurisprudence, qui connaissent l'importance de la liberté. Et là, finalement, ces magistrats-là, il y a quand même, pour des articles, quand les articles sont bien faits, les juges défendent la liberté. Ils disent là, le journaliste avait le droit. Est-ce que ce n'est pas aussi une manière de dire on va déplacer ce traitement vers des magistrats qui ont un autre regard sur les faits? Vous voyez, c'est plus sur l'écrit, ce sont sur des faits. Quand on va devant des juridictions pénales, il y a une défense d'un ordre public qui est portée par le tribunal ou par le procureur qui demande une condamnation et le juge peut suivre. Mais là, ne l'oublions pas, c'est une affaire entre parties principalement. Les 3/4 des affaires qui sont portées sont les affaires entre parties. Et ça veut donc dire que finalement, on a le sentiment que les juges, ces juges spécialisés, ne feraient peut-être pas totalement bien leur travail et ne seraient pas finalement assez protecteurs de l'honneur, de la considération, de la vie privée. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on peut aussi s'interroger là-dessus. Oui. Il y a quand même une crainte. Le politique se vit en justiciable. Il s'imagine en train d'attaquer la presse, mis en cause dans la presse et en train d'attaquer la presse. Si on fait une petite perspective historique, jusqu'aux grandes affaires politico-judiciaires des années 90, les Urba et compagnie, la loi sur la presse, elle n'était pas remise en cause tellement par les politiques. Ils n'en avaient pas besoin, ils n'étaient pas tellement concernés. Et puis tout d'un coup, ils ont été concernés. Et là, ils ont commencé à la remettre en question. Et ils sont aperçus que les juges, quand les politiques engageaient des procédures en diffamation, que les juges ne les protégeaient pas forcément, qu'ils protégeaient plutôt les journaux. Alors, ils se sont dit, voilà, ça ne va pas, il faut changer la loi. Puisqu'elle ne m'est pas favorable, il faut changer la loi. Et c'est comme ça que ça revient de manière récurrente. Mais néanmoins, la question, c'est que là, on est face, vous dites les politiques, on est face normalement à un pouvoir chamboule tout, issu de la société civile, qui prétendait faire du en même temps, une révolution démocratique profonde. Et en fait, c'est lui qui assume une régression démocratique profonde. Exactement. Ce soir, ce n'est pas la question de parler du droit de manifester, là, il s'agit de la liberté de la presse. Comment parce que vous êtes défenseur des libertés. Ce pouvoir est un peu aussi aidé par les politiques, parce que, regardez bien, qui sont les premiers à vouloir contourner la liberté, le droit de la presse? Ce sont les politiques. On prend l'exemple de l'affaire Bettencourt. Rappelez-vous quand même que vous avez été jugé par une cour pénale, c'est-à-dire qui ne faisait pas du droit de la presse. Dans l'affaire qu'on a bien connue sur l'affaire de la note que vous avez publiée, la note libyenne, M. Sarkozy, il saisit un juge d'instruction au pôle économique et financier de Paris. C'est-à-dire qu'il déplace le débat précisément alors qu'il s'agit d'un écrit, d'un document qui est intégré dans un article. Et il va demander à un juge pénal de s'intéresser pour dire si effectivement ce document-là est ou non un faux. Vous voyez bien, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement et il y a aussi peut-être, il faut aussi le dire, c'est que on est tous des partisans de la défense du droit de la presse. Néanmoins, il y a quand même un problème. Et je vais vous dire, si on veut que les affaires se résolvent plus, mais c'est simple, mais il faut des juges.
Il faut donner plus de Il faut moyens. donner des moyens. Pour que ça aille plus vite. Il faut des greffes, Ouais. il faut des juges, il faut des moyens parce que C'est ça la vraie réponse. Bah, évidemment, je vais vous dire, parce qu'à l'heure actuelle, à Paris, vous engagez une procédure en diffamation, avec un peu de chance, vous pouvez avoir un jugement au bout de 2-3 ans. Enfin, ça n'a plus aucun sens. À l'heure du numérique, à l'heure de... Évidemment, alors que souvenez-vous que l'esprit de la loi de 80, c'est une prescription de 3 mois parce que c'était pour éviter que les gens ne se tuent. C'était ça quand même, la loi était intervenue pour empêcher les duels. Et là, on dépose plainte et 2 ou 3 ans après, on a une décision. Ça n'a pas de sens, même pour le journaliste, de se remettre dans l'idée de son enquête, de reprendre tout, de revoir les... La vraie demande qu'il faudrait faire, c'est donner des moyens, donner des moyens. aux sections spécialisées, on en parlait tout à l'heure, aux et chambres c'est ce que spécialisées. ce que disait Christophe Bigot, c'est qu'il n'y a pas plus de magistrats, quoi, 20 ans, 25 Oui, ans. qu'avant l'arrivée de l'Internet. Voilà. C'est Vous vous comme rendez pour la compte ? corruption. C'est Voilà. les 2 domaines où ils ne se pressent pas pour donner plus de moyens. Voilà. Et alors, du coup, on remplace ça par de l'affichage politique, en disant, voilà, je fais avancer les choses, Voilà. parce que bien sûr, on est tous d'accord pour dire que sur les réseaux sociaux, il y a des trucs abominables, et qu'il faudrait un petit peu plus de ménage, et évidemment qu'il y a des choses qui sont inadmissibles. Le problème, c'est qu'on désigne un bouc émissaire, qui est la loi de 1881, alors qu'en réalité, les problèmes, ils tiennent au fait que les contenus sont souvent logés à l'étranger et au problème de l'anonymat. Voilà. Le problème de l'anonymat est un vrai problème. Hein. Mais on en parlera tout à l'heure avec Dominique Cardon, spécialiste Alors, numérique. C'est un prétexte, en voilà, fait. C'est oui. nous qui sommes visés, Voilà. au final. Au final, oui, C'est tout nous, à bien fait. sûr. Tout C'est à pas... fait. Voilà. Donc, on dit, voilà, on va sortir la loi sur la presse pour être plus efficace, mais en réalité, s'il n'y a pas plus de juges, on ne sera pas plus efficace, Pareil. par définition. Hein. Alors, Donc, tout ça n'a pas de sens. Illustration de comment nous sommes visés. Et on va terminer ce premier plateau par ça. Donc, Cédric O, le secrétaire d'État au numérique, normalement, il devrait être sensible aux enjeux démocratiques du numérique, fait cette déclaration à l'agence Reuters. Je considère qu'il doit y avoir un conseil de l'ordre des journalistes entre eux, qui prennent des décisions et qui disent à l'État, vous devez retirer l'agrément de tel ou tel canard, mettre des avertissements. Et il continue, c'est aux journalistes de le faire, ce n'est pas à l'État de le faire. S'ils ne le font pas, il montre le bâton, ce sera l'État qui le fera au bout du bout. Et à un moment, devant la menace contre la démocratie, on le fera, et il dit même, c'est le Conseil supérieur de l'audiovisuel, nous on n'a pas affaire à lui, ou une autorité indépendante qui va décider ce qu'est une infox ou pas. On est Voilà, et il dit ça. Et petite parenthèse, il invoque évidemment les médias liés à la Russie, Spoutnik, Russie, et sans penser qu'en disant ça, mais il donne le prétexte à des régimes autoritaires de dire France 24 et RFI, qui sont des médias d'État français, peuvent être... Alors, il a rectifié, on va écouter ce qu'il disait, il a un peu nuancé, je voudrais que vous commentiez quand même cette énorme histoire, même si pour l'instant ce ne sont que des mots. Je reviens bien entendu un peu avec humour, mais quand même, sur votre déclaration fracassante la semaine dernière, l'idée d'un conseil de l'ordre pour gérer les journalistes et s'ils ne le font pas, l'État le fera. Vous êtes revenu sur cette déclaration, ça n'était pas les bons mots, avez-vous dit? Non, dans les faits, ce n'était pas les bons mots. Et d'ailleurs, on en parlait hors antenne, ça n'avait pas vocation à être public, c'était une opinion personnelle, j'ai l'occasion d'en parler régulièrement avec les journalistes, et je l'ai déjà dit, je n'aurais pas dû utiliser ces mots, et voilà, c'était une opinion personnelle, oui. L'opinion du gouvernement, c'est Franck Riester qui l'apporte. Maintenant, dans le fond, oui. Je pense qu'il y a un vrai sujet, oui. C'est-à-dire qu'il y a des journaux ou des médias influencés, financés par des puissances étrangères et des groupes de pression étrangers, oui. Qui sont là pour perturber le processus démocratique français. On le sait. On sait quand on achète Le Figaro, on achète un organe de droite. On sait quand on est sur Spoutnik que c'est la Russie qui donne les informations et qu'elle les manipule. Il y a une différence entre Le Figaro et Spoutnik. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on sait ce qu'on lit. On sait quand on lit Libération que le journal est de gauche, que Le Figaro qu'il est de droite. Mais c'est pas la même chose quand c'est des pays étrangers. Je parle pas de manipulation. Qui viennent pour faire en sorte de favoriser tel ou tel parti. Mais vous ne parlez pas que de ça non plus quand vous parlez de fake news ou de. Non, moi je parle que de ça quand je parle à votre confrère. C'est-à-dire je parle de ces pays qui viennent perturber le processus démocratique. Oui. Et je dis, moi je pense que c'est d'abord un sujet pour les journalistes, enfin, c'est uniquement un sujet pour les journalistes, parce que c'est un sujet de déontologie. On peut s'abriter derrière la liberté de la presse et dire ce n'est pas le boulot des journalistes. Mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'on accepte ce qui se passe au bout du bout, c'est-à-dire que certains partis vont peut-être gagner grâce à cette aide. Quelle est votre réaction? Parce qu'en fait, il ne retire rien. Emmanuel Tortman. Il retire rien, et surtout, encore une fois, vous voyez, c'est très révélateur cette réaction, parce qu'il ne s'intéresse pas au contenu.
il parle de l'origine. Il dit des médias qui sont détenus par les puissances étrangères. Et encore une fois, il oublie que ce qui compte, c'est le contenu. Mais si l'État ou si une personne n'est pas contente face à une publication de Sputnik ou du Figaro, mais les juges sont là pour dire si le travail a été bien fait. Il n'y a pas besoin d'avoir un conseil de l'ordre qui viendrait dire « Ah oui, mais alors là, le financement », comme le disait la journaliste. Enfin, tout le monde sait à qui appartient le Figaro, tout le monde sait à qui appartient le Parisien, enfin, tout le monde sait que Libération est à gauche. Je pense que les gens savent à peu près politiquement où peut se situer Mediapart. On le sait parce que c'est la transparence qui permet ça. Et c'est donc au juge, le gardien des libertés, qui précisément, par son statut, et attention, pas n'importe lequel, un juge indépendant et impartial, pas le ministère public ou le procureur dont on sait les liens hiérarchiques qu'ils ont. Voilà. Et éventuellement, le CSA, bien dont sûr, le président est nommé par le président de la République. Bien sûr, vous voyez. Par le président et les Voilà. autres par le président du Sénat. C'est et ça le leur président mission. de Et c'est l'Assemblée. une mission constitutionnelle. C'est-à-dire que c'est la Constitution qui dit aux juges judiciaires vous êtes gardien des libertés. C'est vous qui fixerez la ligne jaune à ne pas franchir. Mais, Christophe Bigot, ce secrétaire d'État qui est soit ignorant, soit de mauvaise foi, est-ce qu'il n'oublie pas quand même autre chose? C'est qu'il y a une valeur constitutionnelle qui s'appelle le pluralisme de la presse. C'est même entré depuis une décision du Conseil constitutionnel de 84. Donc il peut y avoir de la presse d'opinion, il peut y avoir de la presse qui dérange, etc. et qui répond, comme tout le monde, dans le cadre de la loi de 1881. Mais même, allons au-delà. Est-ce qu'il n'oublie pas, parce que c'était prophétique dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, celle de 1948, il est dit, alors que Internet n'existait pas, que cette liberté, elle est sans frontières. Ouais. Elle doit circuler sans frontières. Donc la Russie, comme les États-Unis d'Amérique, a le droit de diffuser sans frontières des informations. Et si on le lui conteste, eh ben, elle sera en droit de dire, comme je rappelle que même en Europe, même des régimes autoritaires comme M. Orban considèrent qu'une ONG, c'est un agent de l'étranger. Donc on va, à ce moment-là, faire le ménage. Des régimes autoritaires en Afrique vont dire RFI, France 24, je n'en veux pas. Donc, Ben, on peut d'ailleurs reboucler sur la loi de 1881, parce que le modèle qui nous est proposé là, c'est un modèle qui consisterait à, en réalité, faire un contrôle d'opportunité ou un contrôle d'honnêteté de l'information. C'est un contrôle des mobiles de celui qui s'exprime. Or, justement, la loi de 1881, elle exclut totalement le contrôle des mobiles. Voilà. Et c'est ça qui protège, c'est ça qui garantit le pluralisme que vous évoquiez tout à l'heure. Et on a parfaitement le droit de s'exprimer, même si on est un média qui a comme actionnaire l'État russe. C'est pas parce qu'on a l'État russe dans son capital qu'on n'a plus le droit de bénéficier d'une liberté fondamentale. C'est une telle évidence, mais qu'il faut la dire quand même. Bon. Donc c'est encore une fois la promotion d'un modèle qui est antinomique de celui qu'on connaît et qui est très dangereux. Le modèle du CSA, c'est ça. C'est un contrôle de l'honnêteté de l'information. Mais qu'est-ce qu'on met derrière l'honnêteté de l'information? On peut mettre tout et rien. C'est la porte ouverte à l'arbitraire. Et précisément, c'est ce qu'empêche la loi de 1881. C'est pour ça qu'on y est extrêmement attaché. Et pour revenir au Conseil constitutionnel que vous évoquiez à l'instant, il a aussi dans plusieurs décisions dit la liberté d'expression est la première des libertés fondamentales, celle qui conditionne toutes les autres, ce que vous disiez en commençant votre exposé. Et vous voyez, je trouve que c'est un bon exemple d'application de la liberté de la loi sur la presse parce que nous avons entendu ce secrétaire d'État, c'est une opinion qu'il a exprimée. Si on devait la contrôler juridiquement, on aurait énormément de choses à dire, mais l'opinion en France, elle est libre. Et donc ce monsieur peut parfaitement s'exprimer librement parce que c'est une opinion et qu'elle est libre. Vous voyez ? C'est ça l'intérêt de la liberté de la presse, c'est qu'on ne censure pas une opinion, fût-elle même pas dérangeante ou provocante, comme pourraient le dire les juges, mais fût-elle sans fondement. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ce jugement qu'a émis le sociologue Jean-Marie Charon? Quand on entend ordre des journalistes, c'est à Vichy que l'on pense. C'est une thématique qui était surtout mise en avant par ce régime. À mon sens, cela devrait marquer la notion d'ordre professionnel au fer rouge. Alors moi, j'y souscris totalement, oui. La comparaison au début est un peu, je trouve, forte, mais évidemment, si vous voulez, dès lors qu'on commence à dire qu'on va avoir l'État, parce qu'à la limite, il y a cet ordre qui est prévu, mais in fine, c'est l'État qui va décider, qui va s'immiscer dans un travail journalistique qui doit être le fruit des citoyens au bénéfice des citoyens. L'ordre,
ça ramène à la discipline. Et moi, je pense que le journalisme, il est consubstantiel de l'indiscipline. C'est un élément de désordre créateur. Voilà. Une information qui dérange, qui bouscule, et dont nous rendons compte, comme on l'a dit. Et avec, derrière, plein d'arrière-pensées, parce que vous le savez toujours, dans tous les pays, comment on discrédite un journaliste qui dérange, en disant c'est un agent de l'étranger. Nous sommes bien placés pour savoir ça. Mediapart, nous avons eu, et même avant, plein d'aventures. Donc c'est ça qu'on sent. Hein. C'est comme la trompe du mammouth. On voit que la trompe, mais on tire, il y a un gros mammouth derrière. C'est l'idiot qui montre la lune. Oui, voilà. Quand le sage monte la lune, l'imbécile ne regarde que le doigt. Mais vous disiez que c'est peut-être excessif. Eh bien, quand même, cette comparaison avec Vichy, quand même, l'ordre des journalistes, en fait, il y a un régime fasciste. D'ailleurs, c'est le régime fasciste originel, celui de Mussolini, qui a créé un ordre des journalistes en Italie. Et il y a quelqu'un qui s'en était souvenu il y a 2 ans, et on va se séparer, chers avocats, sur ce rappel, qui s'en était souvenu il y a 2 ans, en 2017, mais à l'époque, il était candidat, pas président. Écoutez, Emmanuel Macron. Bien, Emmanuel Macron, si Marine Le Pen est élue présidente de la République, est-ce que vous pensez que nos libertés seront en danger? Je le pense très profondément. Quelle liberté? Je pense que votre liberté, vous, journaliste, puisque je vois sa pratique aujourd'hui comme candidate, je vois le projet qui a été ébruité d'un ordre des journalistes, qui est une pratique intéressante que je vous recommande, mais moi, depuis l'Italie des années 30, je n'avais pas vraiment croisé ça. Ensuite, je regarde la violence à l'égard des opposants politiques et les pratiques classiques de ce parti, et je regarde ce que sont la liberté des femmes. Eh bien voilà, l'ordre des journalistes défendu par le secrétaire d'État au numérique pour M. Macron, eh bien il était dans le programme de Marine Le Pen et il n'avait pas entendu ça depuis Mussolini. Vraiment, il y a du désordre politique au sommet de cet État et de ce pouvoir.